Bon après-midi et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Jessica Hodge, responsable de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Allez-y. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis Jessica Hodge et je suis l'animatrice du webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question de soins et de soutien communautaire liés à la démence, des innovations pour un soutien de proximité aux personnes vivant avec la démence et aux partenaires de soins. Nous sommes heureux d'offrir le service d'interprétation en anglais et en français aujourd'hui. Si vous souhaitez voir l'exposé en français et que vous n'avez pas encore été transféré, veuillez nous le signaler dans la boîte de dialogue en bas à droite de l'écran. Une fois que vous avez été transféré, vous devrez éteindre les haut-parleurs de votre ordinateur. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires à tout moment grâce à la boîte de dialogue en anglais ou en français. Nous allons garder une période de questions orales à la fin du webinaire. Mais nous vous encourageons à répondre aux commentaires et aux questions dans la boîte de dialogue chemin faisant. Veuillez également noter que nous résumerons les questions et les observations après le webinaire et que nous les traduirons dans les deux langues officielles pour les partager dans un synopsis post-webinaire. Le courriel post-webinaire comprendra aussi un lien vers l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Les participants d'aujourd'hui comprennent des représentants de partout au Canada. Nous sommes accompagnés de représentants des autorités sanitaires régionales, des universités, des sociétés d'Alzheimer, des centres de recherche, d'organisations de défense des droits en matière de démence au Canada, de ministères, d'agences canadiennes de médicaments et de technologies de la santé, des instituts de recherche en santé du Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada, des organisations de soutien communautaire, des organisations de soins aux personnes atteintes de démence, des maisons de retraite et soins de longue durée, le Réseau canadien sur la fragilité, l'Association médicale canadienne, le Collège royal des médecins de famille et les ministères de santé de tout le Canada. Avant d'aller plus loin, je voulais commencer ce webinaire en reconnaissant que nous nous réunissons sur un territoire qui est occupé par des Autochtones depuis le début des temps. Plus précisément, nous reconnaissons que je tiens moi-même ce webinaire de Perth en Ontario, le territoire traditionnel des peuples Anishinaabeg, Huron-Wendat, Haudenosaunee et Iroquois du Saint-Laurent. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada. Je vous encourage tous à partager dans la boîte de dialogue le territoire d'où vous nous joignez aujourd'hui. Notre équipe derrière cette série comprend Neil Dreimer, Nicole Pollock, Émilie Lalonde et moi-même, Jessica Hodge. Mes collègues Kelly, Gina et Isabelle sont productrices et travaillent dans les coulisses. Aujourd'hui, nous accueillons les conférenciers Philippe Voyer, John Hamill, Michelle Stillman et Sean Lockwood. Je vais leur céder la parole pour qu'ils se présentent. Alors, à vous, Mary Beth et tout le groupe. Alors, Philippe Voyer, professeur titulaire, faculté de sciences infirmières à l'Université de Laval et également chercheur du Centre sur le vieillissement de la Ville de Québec. Merci. Merci. Michel. Michelle Stillman, directrice principale des opérations, Institut de recherche sur le vieillissement, Université de Waterloo. Et John. John Hamill, de London, en Ontario. Merci. Merci, John. Ian. Allez-y. Ian Lockwood, agente de projet à l'Institut de recherche sur le vieillissement, Schlegel de l'Université de Waterloo. Nous avons aussi les animatrices Mary Beth Whiten et Mimi Lowy Young. Elles animeront à la fois les conversations et la boîte de dialogue. Mary Beth. Bonjour, je suis coprésidente de Dementia Advocacy Canada, qui est un groupe de la base, et je suis membre aussi d'un conseil consultatif ministériel. J'ai été diagnostiquée moi-même en 2012. Je suis atteinte de démence et je défends les droits des gens atteints de démence
et leurs partenaires de soins. Je suis toujours heureuse d'animer les séances comme celle-ci. Merci. Mimi, à vous. Bonjour, Mimi Lowy Young. Et comme Mary Beth, je suis très heureuse de participer à ces séances. Je préside AgeWell, qui est un réseau de centres d'excellence et de chercheurs de partout au pays qui mettent au point des innovations et des technologies innovantes pour les adultes âgés ainsi que les personnes atteintes de démence. Je suis l'ancienne PDG de la Société de l'Alzheimer du Canada et je suis également fellow à l'Institute for Policy Management and Evaluation à l'Université de Toronto. Merci. Merci beaucoup à tous nos conférenciers et nos animatrices. Alors, les objectifs d'aujourd'hui sont de présenter la série de webinaires soins de soutien communautaire liés à la démence de la FCSS, de faire comprendre comment améliorer le traitement de l'Alzheimer et également d'animer une discussion sur la diffusion potentielle des normes et innovations qui améliorent les soins et soutiens aux personnes atteintes de démence dans les soins de proximité. Alors, la FCSS est un organisme sans but lucratif dont la mission est de collaborer avec des partenaires afin d'identifier et de diffuser des innovations éprouvées pour améliorer les soins plus près du domicile et dans la communauté dans des domaines de priorité commune au niveau provincial, territorial et fédéral. L'impact de notre travail est l'amélioration durable de l'expérience de santé des patients, des familles et des prestataires, ainsi que la vie professionnelle des prestataires et l'optimisation des ressources. Nous croyons au pouvoir collectif du changement, c'est pourquoi nous agissons en partenariat avec d'autres acteurs pour rajouter de la valeur à notre travail et notre vision. Notre série de discussions sur la démence permettra d'élargir la sensibilisation et discuter d'innovations qui visent à améliorer le diagnostic précoce de la démence en soins primaires, ainsi que les soutiens post-diagnostiques, dont la coordination et la navigation. Pour obtenir un complément d'information sur les sujets et les dates des webinaires, veuillez consulter notre page web. Si vous connaissez une innovation qui pourrait être diffusée au Canada, qui permettrait d'améliorer un diagnostic en temps important et la coordination de la navigation des soins post-diagnostic et qui fonctionnerait dans le contexte de la COVID-19, veuillez nous écrire à l'adresse affichée à l'écran. Pour aujourd'hui et tout au long de la série, nous vous demandons quelles sont les innovations prometteuses qui pourraient être diffusées au Canada, dont dans le contexte de la COVID-19. Quelle est la faisabilité de la mise en œuvre de ces innovations au sein de votre organisme ou votre communauté? Où la FCASS peut-elle ajouter de la valeur pour appuyer une approche multi-instance à la diffusion de ces innovations? Et quelles sont les possibilités de partenariat visant à améliorer les soins et le soutien communautaire en matière de démence? Je vais à présent céder la parole à Mimi et Mary Beth qui vont répondre à quelques questions. Mary Beth, que faut-il faire pour améliorer l'accès à l'information et aux services post-diagnostiques pour les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants? Merci pour la question. Vous savez, je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer les défis à le Canada sur le plan de l'accès à des soins de grande qualité et en temps opportun. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons préparé une stratégie nationale. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi trébuche-t-on? Eh bien, je pense que le modèle que nous employons à l'heure actuelle doit être changé. Je crois que nous devons avoir un modèle qui permet une intégration des services post-diagnostiques. Par exemple, en Écosse, on se sert d'un modèle qui me plaît. Après le diagnostic, on reçoit un an complet de soutien, à la fois le proche aidant et la personne atteinte de démence elle-même. Donc, on ne vous laisse pas à vous-même dès que vous avez le diagnostic. Alors, il y a d'autres éléments aussi. Je pense que nous devons aussi être vigilants et créer des ensembles de données, tandis que nous diagnostiquons les gens, il est important d'avoir des ensembles de données qui
permettent de dire, bon, comment arrive-t-on à soutenir ces personnes? Comment peut-on mesurer le soutien post-diagnostic? Alors, les ensembles de données sont également très importants. Je pense qu'il nous faut aussi un numéro vert, un numéro 1-800. Je le répète souvent, on en discute, mais jusqu'à ce que ça se produise, on continuera d'avoir un soutien fragmentaire. Car ce n'est pas très clair pour tout le monde où aller pour obtenir un soutien. L'autre chose qui est très importante, c'est que si nous n'avons pas de mesure du soutien post-diagnostic, si on ne le mesure pas clairement, je pense qu'il faut reconnaître qu'il faut un moyen de rattacher le soutien financier à un rapport qui dirait oui, par exemple, le soutien est adéquat et donc le gouvernement décaisserait des fonds en conséquence. Et enfin, il faut le faire maintenant, pendant la période de COVID. Alors, toutes ces choses qui posaient problème dans le passé sont encore plus intenses pour le moment. Alors, peut-on le faire? Oui, tout à fait. Mais il faut réunir de grands esprits pour le faire. Merci. Merci, Mary Beth, pour ces réflexions. Mimi, j'aimerais vous poser une question aussi. Quand une solution virtuelle serait-elle utile pour quelqu'un atteint de démence vivant dans un foyer collectif, une résidence? Alors, en période de COVID, la technologie et l'environnement virtuel ont été présentés à titre de solution à bien des enjeux sur le plan de l'isolement, la solitude, le soutien dans l'environnement de la personne concernée. Il y a des solutions technologiques qui peuvent être déployées chez le résident pour soutenir les personnes atteintes de démence, quel que soit le stade de leur démence, et pour aider leurs proches aidants aussi. Le plus intéressant, à mon avis, c'est qu'il existe déjà ces technologies. Des technologies qui peuvent aider les personnes atteintes de démence qui vivent à la maison. Par exemple, des capteurs qui peuvent être installés dans des résidences afin d'aider les personnes atteintes de démence de s'y retrouver dans leur propre environnement. Par exemple, comment allumer la lumière lorsqu'on se réveille la nuit pour aller aux toilettes pour que l'environnement soit sécuritaire. Nous savons qu'il existe aussi des solutions virtuelles comme des technologies activées par la voix qui peuvent aussi inciter les personnes qui vivent dans leur foyer personnel à se rappeler de faire certaines choses pendant la journée. Il y a aussi des appareils comme des robots qui peuvent aider les gens aussi à rester donc dans leur domicile, mais aussi aux personnes qui vivent dans ce qu'on appelle les villages Alzheimer, les foyers collectifs. Dans les stades les plus avancés de démence, on peut se servir de technologies qui permettent, par exemple, de reconnaître la douleur chez quelqu'un atteint de démence. Mais je dois rappeler que la technologie ne remplacera jamais le toucher. Ça doit simplement être une aide supplémentaire pour que la personne puisse vivre en toute sécurité dans son environnement. À l'heure actuelle, on voit des résidences déjà équipées avec la technologie d'entrée de jeu. Et AgeWell a un tout nouveau réseau dans le nord de la Colombie-Britannique où on travaille avec des résidents et on examine l'environnement bâti pour encourager les gens à vivre bien jusqu'à la fin de leur jour. Et ces technologies les aident beaucoup. Alors, voilà comment l'environnement virtuel peut aider. Et une dernière chose également. Nous avons constaté, par l'entremise de notre recherche à AgeWell, que les gens de plus de 65 ans sont beaucoup plus à l'aise avec la technologie qu'on ne croit. Non seulement en raison de la COVID-19, mais parce que
la technologie est omniprésente à présent, chez les personnes âgées comme leurs proches aidants également. Merci. Merci Lily pour ces réflexions. À ce stade, je vais céder la parole à Philippe Voyer qui fera son exposé. À vous. Merci. Je vais présenter le soutien auprès des personnes âgées atteintes de problèmes cognitifs et leurs proches. Les objectifs sont d'identifier des stratégies qui facilitent le maintien à domicile des personnes qui ont des problèmes cognitifs sans imposer un fardeau aux proches aidants et aussi décrire les caractéristiques des milieux qui sont favorables d'après la recherche scientifique. Alors d'abord, nous allons parler des moyens d'aider les proches de personnes atteintes d'Alzheimer ou de démence. Comment les maintenir au domicile pendant une période prolongée, plus longue que ce qu'on voit pour le moment. Et d'abord, il est important de voir ce que l'on peut faire pour aider les proches aidants à aider leurs proches atteints d'un problème cognitif. Et d'après cette étude, ce que cherchent les proches sont des services adaptés, plus souples, une plus vaste gamme de services également, car leurs besoins évoluent constamment. Ils varient d'un mois à l'autre. Et le type de service peut changer, par exemple, d'un soutien financier ou d'un soutien à la toilette personnelle. Donc, ils cherchent des services beaucoup plus diversifiés. Mais également, ils veulent avoir des besoins réactifs, c'est-à-dire qu'ils soient disponibles rapidement lorsqu'ils en ont besoin. Ils évoquent également le fait que dans bien des pays, vous avez des services de proximité qui sont proches de la personne et de sa famille. Mais il y a certains services, comme les médecins de famille, mais il n'y a pas forcément de lien entre ces deux. Donc, ils cherchent une plus grande intégration entre les services de proximité et les professionnels. Et enfin, beaucoup d'organisations privées proposent des services pertinents, mais ils sont payants. Donc, les coûts sont parfois un obstacle à l'accès à ces services. Donc, ils cherchent à avoir un plus grand soutien financier de sorte qu'ils puissent également, parfois, de temps à autre, se prévaloir de services privés. Une chose qui n'est pas utilisée à son plein potentiel, c'est les centres de jour. Je ne sais pas si on comprend les avantages associés à ces centres de jour. Vous avez une étude que affiche ici qui dit que les personnes atteintes de problèmes cognitifs, lorsqu'ils assistent à un centre de jour, ils en tirent un grand parti. Ça améliore leur qualité de vie, cela ralentit la perte cognitive, cela préserve l'autonomie et cela diminue aussi la fréquence de l'utilisation des médicaments, dont l'usage des psychotropes. Et ça réduit aussi les comportements perturbateurs. Pour les personnes âgées fragilisées, cela diminue les hospitalisations, les admissions en CHSLD et le taux de mortalité. Et pour les proches aidants, eh bien, les centres de jour réduisent le fardeau et améliorent leur bien-être psychologique. Quand je dis que ce n'est pas utilisé à son plein escient, c'est parce que beaucoup de centres de jour dans la province du Québec, du moins, limitent le nombre de fois où on peut aller dans le centre. On dit parfois une fois par semaine, c'est parce que la demande est élevée. Et lorsque je suis allée en Suisse pour visiter un de ces centres, ce que j'ai constaté, c'est qu'il se voit comme une agence complète à 3 niveaux. Par exemple, vous avez quelqu'un qui téléphone et qui dit, bon, j'aimerais que mon proche puisse aller dans le centre de jour 2 fois semaine et peut-être le samedi, qu'il passe la nuit et peut-être 2 jours par mois
que cette personne ait accès à un service supplémentaire. Et aussi, parfois, j'aimerais avoir des services à domicile. Alors, ce que fait ce centre, c'est qu'il adapte ses services selon les besoins à la fois du patient et de son proche aidant. C'est très, très populaire et c'est un moyen d'aider les gens à rester chez eux le plus longtemps possible. Et c'est grâce à ces services, hein. Lorsque j'en parle aux dirigeants du système de santé ici, ils disent, bah, il y a plus de besoins pour les centres de jour. Ce que j'ai découvert à Chicoutimi, ici au Québec, c'est qu'un organisme sans but lucratif, géré par des personnes âgées, disent, en fait, beaucoup de proches aidants ont ce besoin. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin non plus seulement d'un centre de jour, mais également d'un centre de nuit. Et donc, ils ont ouvert le centre à Chicoutimi de 8 heures à 22 heures le soir. Et ce service est plein à craquer. Il est à capacité tous les jours de l'année. Alors, ce sont des services qui, à mon avis, doivent être créés pour que l'on puisse réduire la charge sur les proches aidants et aussi que la personne atteinte de démence puisse rester à la maison le plus longtemps possible, en allégeant justement le fardeau de son proche aidant ou de ses proches aidants. Alors, il s'agit de diversifier l'offre d'accompagnement en rehaussant le soutien à domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La disponibilité des lits pour le répit, c'est toujours difficile d'avoir accès à ces lits, surtout en cas d'urgence, et aussi de diversifier les services, comme ceux que j'ai évoqués. L'autre aspect, c'est que pour beaucoup de gens, ce qui se produit, c'est qu'ils arrivent à un stade où, en raison de divers défis, on envoie, par exemple, une personne atteinte d'Alzheimer à un milieu d'hébergement. Quels sont les modèles internationaux innovants et influents qui peuvent nous aider à améliorer la situation ici, lorsqu'il est temps d'offrir des possibilités d'hébergement aux personnes atteintes d'Alzheimer et leurs proches? Alors, je n'ai pas seulement lu ces études, j'ai rendu visite à ces centres car ça me passionne depuis longtemps. D'ailleurs, lorsque je vais dans des congrès, je tire toujours parti des visites potentielles pour voir comment les projets se déclinent ailleurs. Et dans beaucoup de pays, il existe des modèles très innovants, mais ils ne sont jamais le modèle principal. C'est toujours innovant et en périphérie. Ce n'est pas offert à grande échelle, si vous voulez, aux personnes atteintes d'Alzheimer ou de problèmes cognitifs. Aux États-Unis, il y a un modèle très bien étudié et il s'intitule Greenhouse. Et c'est un modèle très intéressant parce qu'il est très, très simple. On offre tout simplement une maison qui convient mieux à quelqu'un qui a un problème cognitif. Et ce dont on fait la promotion, c'est l'accès à la nature, un décor, un environnement qui est beaucoup plus résidentiel pour qu'on se sente chez soi. Et quotidiennement, on fait la promotion de l'interaction sociale entre les résidents, mais aussi avec les familles. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce de la poudre aux yeux ou y a-t-il de véritables avantages pour les résidents? Eh bien, nous avons à présent beaucoup plus d'études qui montrent des avantages lorsqu'on a un hébergement qui ressemble beaucoup plus à une résidence personnelle. Ça a un impact, entre autres, sur le déclin fonctionnel. Cela améliore la qualité de vie. Et aussi, les proches aidants préfèrent ce genre d'établissement de soins de longue durée. Même le personnel infirmier préfère travailler dans ce genre de centre. Alors au Québec, à Québec et à Montréal, j'ai aidé des propriétaires de sociétés privées afin qu'ils puissent créer des possibilités de logement beaucoup plus pertinentes.
pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Et maintenant, le gouvernement s'y intéresse et a créé, entre autres, la Maison des aînés. Donc, à Québec, le défi avec un grand immeuble comme celui-ci, c'était de se demander comment peut-on avoir une touche plus personnelle, plus résidentielle. Eh bien, on a créé sur chaque étage 2 résidences distinctes. Ça fait maintenant 2 ans que le centre est ouvert et l'impact est important sur les résidents, dans leur niveau d'interaction. On voit que ce que j'ai lu dans la littérature scientifique se répercute directement sur ces résidents. Alors même s'ils sont dans un grand immeuble, ils ont vraiment l'impression d'être dans une résidence personnelle. Et comme vous le voyez, il y a une cuisine. Et d'ailleurs, 30% des résidents sont les résidents qu'on trouverait normalement dans un établissement de soins de longue durée. L'impact sur l'environnement, les activités quotidiennes est très différent car ces résidents sont stimulés par les autres. Ce n'est pas un long corridor, c'est vraiment comme avoir une maison. Donc, on peut avoir accès à la cuisine parce qu'on fait la promotion de la souplesse. Par exemple, le réfrigérateur dans la majorité des établissements de soins de longue durée, on ne permet pas l'accès quand on le veut au réfrigérateur, mais ici, ce n'est pas le cas. On peut avoir accès au réfrigérateur et à la cuisine lorsqu'on le souhaite. Un autre projet près de Montréal, et cet immeuble-ci, alors j'ai travaillé avec ses propriétaires, et dans ce cas-ci, c'est un immeuble privé, mais financé par la province. Alors on a créé ce qu'on a appelé l'avant-scène et l'arrière-scène. Donc on a voulu créer des résidences, mais au milieu, on les a séparées par des portes closes. C'est pour les rencontres du personnel infirmier, les questions opérationnelles qui n'ajoutent pas à la qualité de vie des résidents. Il n'y a pas d'activités importantes pour les résidents qui se trouvent au milieu. Tout se fait dans les zones qui leur sont réservées. Et donc, lorsqu'on entre dans leur milieu, on veille à maintenir un environnement calme et tout ce que l'on fait doit apporter de la valeur aux résidents. Autre aspect important qui est évoqué dans la littérature scientifique, c'est d'avoir accès à l'extérieur. Et à Québec, bon, il y a beaucoup de neige l'hiver, alors il a fallu trouver un moyen de leur donner accès au plein air, mais de manière gérable, avec les conditions météorologiques. Normalement, on offre des balcons, mais ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis les balcons à divers endroits pour qu'ils n'aient pas l'impression que c'est un balcon par-dessus l'autre. Ils ont toujours de l'air frais et on leur a aussi offert 2 grandes terrasses. Il y a une unité pour les problèmes comportementaux. Ils ont leur propre terrasse. Il faut y penser d'entrée de jeu, car cela a un impact sur les dessins architecturaux. Donc, en conclusion, pendant longtemps, je pense qu'on a fait la promotion, et on le disait un peu plus tôt, la chose la plus importante était d'avoir de bons membres du personnel qui sont compatissants, mais il ne faut pas oublier non plus ce qui est dans la littérature scientifique. On peut faire bien mieux en créant des résidences beaucoup plus adaptées aux personnes atteintes de problèmes cognitifs. Merci Philippe pour votre exposé. Et à présent, on aimerait vous demander de poser quelques questions, de répondre à quelques questions plutôt. Alors, je vais lire les questions. Avant ce webinaire, connaissiez-vous les villages d'Alzheimer? Oui ou non? Et deuxième question, j'en sais plus sur les villages d'Alzheimer qu'avant d'avoir participé à ce webinaire. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, je suis fortement en désaccord. Je vous invite aussi à saisir vos observations dans la boîte de clavardage et nous les traiterons pendant la période de réponse après le prochain exposé. Alors, je vais clore le sondage et passer
au prochain exposé, je cède la parole à Michel, John et Cyan. Guides Bias for Us. Parlez pour nous. Allez-y. Bonjour, merci de nous avoir invités. Et donc, nous allons partager un peu d'informations sur le guide Parlez pour nous. Donc, créé par des personnes atteintes de démence pour les personnes atteintes de démence pour gérer les de la vie quotidienne. Alors, nous sommes du RIA, Ethical Research Institute for Aging, de l'Université de Waterloo. Et donc, nous souhaitons améliorer la qualité de vie des personnes âgées et les soins qu'elles reçoivent par des partenariats dans les milieux de recherche, de formation et de pratique. Le Murray Alzheimer Research and Education Program est un programme collaboratif de recherche et de formation voué au bien-être des personnes touchées par la démence, ce qui comprend les patientes et patients atteints, les partenaires de soins, les prestataires de soins et les membres de la communauté. Il a été fondé en 1983 et le programme est offert en partenariat avec l'Université de Waterloo. Je cède à présent la parole à John, qui dira quelques mots sur nos travaux. John. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bien. Je voulais être sûre. Alors, voici l'histoire de Brenda. C'est elle qui était à la base du guide. Lorsqu'elle a reçu son diagnostic à l'âge de 53 ans, Brenda a compris qu'il y avait très peu d'informations disponibles pour les personnes atteintes de démence. La position dominante à l'époque, c'était que les personnes atteintes de démence ne pouvaient plus apprendre et participer à leurs propres soins. Brenda voyait les choses différemment et elle a voulu changer les choses et mettre au point des ressources conçues par des personnes atteintes de démence pour les personnes atteintes de démence. En 2004, elle a rencontré des gens atteints de démence de partout en Ontario afin de travailler à ce qu'on a appelé ce guide, Bias for Us, Parlez pour nous. Le guide Parlez pour nous vise à donner aux personnes atteintes de démence et à leurs proches aidants les outils nécessaires pour améliorer leur bien-être et gérer les besoins de la vie quotidienne. Ces guides, comme je le disais, sont créés par et pour les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants. Il y a 14 guides et 3 séries. La première série est écrite par les personnes atteintes de démence. Ça comprend des thèmes comme des stratégies de gestion pour les défis quotidiens, les exercices quotidiens, l'amélioration de la communication et du bien-être. La deuxième série est écrite par les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins. Elle comprend des thèmes comme la sécurité, les repas, les contacts sociaux et la perte et le deuil. Et la troisième série est rédigée par des partenaires de soins. Elle comprend des thèmes comme avant le diagnostic, les partenaires de soins moins âgés, les rôles, la santé et le bien-être. De retour à vous. Alors à présent, nous allons vous présenter quelques mots sur notre expérience concernant le guide. John? Eh bien, j'ai beaucoup aimé travailler au guide. Pourquoi? Bon, parce que j'ai d'abord reçu un diagnostic en 2017 et donc j'ai été à la Société de l'Alzheimer et je leur ai dit, bon, je suis retraitée, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un diagnostic de démence. Et ce qui s'est passé, c'est que la Société de l'Alzheimer, on m'a donné quelques possibilités où je peux contribuer ici à London Middlesex, à London en Ontario, et on m'a mis en contact avec MARAP, que j'ai fait, j'ai contacté MARAP et on m'a demandé si je voulais participer à l'établissement de ce guide. Alors je l'ai fait, j'ai contribué au dernier guide et je les aide d'ailleurs à l'actuel avec la re-rédaction d'un guide actuel et à la création d'un nouveau guide. Alors en ce qui me concerne, ça me donne quelque chose à faire, car c'est bien de se sentir utile et actif, et c'est aussi une façon pour moi d'être utile. Vous savez, j'ai été bénévole à peu près toute ma vie.
toute ma vie adulte. Donc, pourquoi s'arrêter parce qu'on a un diagnostic de démence, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Merci, John. Alors, comme John le disait, tous les guides ont été co-conçus par des personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins, à partir de ce qu'on appelle une approche de partenariat authentique. Cette approche intègre diverses perspectives et valeurs. Comprend les personnes atteintes de démence, les proches aidants et toutes les parties prenantes dans le processus de recherche ainsi que la prise de décision, comme la création de sondages, les entrevues, l'analyse des données et la création de contenu. Alors, quelques mots sur l'impact des guides. Les guides ont été très bien reçus. Ils ont fait une différence depuis 17 ans déjà et plus de 100 000 guides ont été distribués globalement. En 2019, les guides ont été visités plus de 3 900 fois sur notre site Web. Alors, souvent les gens nous disent que ces guides sont la meilleure information disponible pour les personnes atteintes de démence. Alors, comme John y faisait allusion, on travaille en partenariat avec un autre groupe pour créer un nouveau guide intitulé Isolement, amélioration des connexions sociales pour les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins. Et on veut aussi remanier les guides existants pour être sûr qu'ils soient à jour et qu'ils soient pertinents. Alors, pour en savoir plus sur les guides, les télécharger ou commander des exemplaires papier, vous pouvez consulter notre site web. Le site web est che-ria-ca-marep. Merci infiniment de l'occasion d'avoir présenté ces guides. Bien, merci Michel, John et Sian pour votre exposé. À présent, on aimerait vous demander de répondre à quelques questions au sujet de ces guides. Parez pour nous. Alors avant ce webinaire, étiez-vous au courant de ces guides? Oui ou non? Et bon, j'en sais plus au sujet de ces guides qu'avant d'avoir participé à ce webinaire. Tout à fait d'accord, neutre, pas d'accord ou fortement désaccord. Et je vous demande aussi de saisir vos questions dans la boîte de dialogue. Nous les traiterons pendant la période de questions après l'exposé suivant. Alors, continuez de saisir vos questions et observations. Comme je le disais, on vous enverra un résumé dans quelques semaines, une fois que ces questions et réponses auront été traduites. À présent, je cède la parole à Mary Beth et Mimi pour qu'elles partagent quelques réflexions par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Mimi, à vous d'abord. Merci beaucoup. Excellent exposé. Merci aux deux groupes d'avoir fait ces communications. D'abord, je voulais parler des installations dont parlait le professeur Voyer. Il y a beaucoup d'exemples à l'échelle internationale, comme le disait le professeur Voyer, et je pense que le moment est venu d'inscrire certains des principes des contextes de vie, des environnements de personnes atteintes de démence lorsqu'on créera de nouvelles installations et qu'on rénovera les installations existantes. Il existe des occasions, je pense, d'encourager les gouvernements à garantir que l'environnement soit aussi résidentiel que possible, car cela a un impact très direct sur l'évolution de la maladie. Alors, je pense qu'il faut effectivement envisager d'encourager les gouvernements à créer des politiques entourant la création et la rénovation de ces environnements. S'agissant des guides, je pense que ces guides sont d'excellents outils et j'encourage
Aria à diffuser, mettre à l'échelle ces guides, car ils sont très avantageux à la fois pour les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants. Merci. À vous, Marie-Beth. Merci, Mimi. Eh bien, j'aime beaucoup les plus petites résidences pour les personnes atteintes de démence, moi aussi. Et je ne pense pas qu'il fut un temps où on a pris conscience de cette réalité plus que maintenant avec la COVID-19. Pensez aux personnes atteintes de démence qui vivent en établissement de soins de longue durée. On sait que 80% des personnes atteintes de COVID meurent dans ces établissements de soins de longue durée. Alors, je pense que ce que l'on fait pour le moment, c'est d'entreposer les personnes âgées. Il faut changer cette façon de faire les choses. Comme Mimi le disait, le moment est arrivé. Je pense que les chercheurs, les politiciens et les partenaires doivent dire d'une seule voix et il faut changer les choses. Non seulement est-ce nécessaire, mais comme citoyens canadiens, on l'exige. Alors, je pense que c'est un appel du cœur aux politiciens. L'entreposage doit arrêter. Il faut de plus petites résidences, comme on l'a vu dans l'exposé du docteur Voyer. Il y a d'excellents exemples. Donc, il faut maintenant commencer à les construire ici. Le guide Bioforce paraît pour nous, je dois être transparente. Je fais partie de l'équipe qui crée actuellement le guide sur l'isolement. Je suis une grande partisane de ces documents et j'ai beaucoup de respect pour Brenda Hoonem, qui a vraiment été avant-gardiste en, je crois que c'était 2012, lorsqu'elle a créé ces guides qu'elle a fait aux personnes atteintes de démence. Elle était bien en avant de son temps. Et maintenant, voici l'occasion, tandis qu'il est question des moyens par lesquels on peut avoir un effet post-diagnostic, eh bien, ce sont les guides. Imaginez que vous deviez recevoir un diagnostic ou que vous deviez donner un diagnostic à quelqu'un et que vous pouviez dire, et voici, il y a beaucoup de documents créés par des personnes atteintes de démence. Et vous sortez de chez votre médecin avec quelque chose de tangible en main et d'utile. Moi-même, ayant vécu une très mauvaise expérience de diagnostic, si j'avais reçu ces guides, ça aurait eu un énorme impact sur moi. Alors, ce sont quelques réflexions. À vous, Jessica. Merci, Marie-Beth et Mimi. J'ai reçu quelques questions dans la boîte de dialogue, alors nous allons en traiter maintenant. Une question a été posée. Combien de résidents vivent dans l'unité? Alors, le docteur Voyer a répondu que 12 à 15 résidents vivent dans ces unités. Ensuite, une question a été posée. Est-ce que les guides ont été mis au point aussi avec l'apport de chercheurs? Et Michel a répondu aussi, oui. La directrice scientifique, le docteur Carrie McKinney, participe, mais je rappelle que ces guides sont créés par les personnes atteintes de démence et leurs proches. Est-ce qu'on peut prévisualiser les guides avant de les acheter? Oui, absolument. Tous les guides sont disponibles gratuitement sur le guide, mais si on veut une version imprimée, il y a un coût, très faible coût, à payer. Alors, le téléchargement est gratuit, mais si vous voulez une copie papier, il faut payer un modeste prix. Une question de Michel. Est-ce que vous envisagez de faire traduire les guides? Michel? Oui, nous aimerions les faire traduire dans beaucoup de langues, mais c'est un problème de financement. Si on perd le financement, on le fera. Pour le moment, on veille à ce qu'il soit accessible et mettre à jour les guides antérieurs. Et dans quelques semaines, on devra avoir le nouveau guide dont il est question. Et ensuite, on essaiera de voir si on peut obtenir un financement additionnel pour la traduction. Merci Michel d'avoir répondu à la question.
Et nous allons veiller à ce que le lien vers le guide soit disponible après ce webinaire également dans le synopsis pour y avoir accès. Philippe, une question pour vous. Dans l'environnement que vous décriviez, qui est plutôt résidentiel, comment équilibrer la sécurité avec un plein accès à la cuisine, par exemple? Ah, ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, bon, c'est quelque chose qui n'est pas évoqué dans la littérature scientifique, hein, parce que on présente des résultats relatifs à l'impact de ce genre d'hébergement sur l'humeur, les comportements, l'aspect cognitif des résidents. Mais depuis que je participe à ces projets à Québec et à Montréal, depuis 3 ans, j'ai constaté que ce n'était pas pour tout le monde. Parce que la gestion des risques et des accidents, c'est important d'en parler d'entrée de jeu. Par exemple, à Québec, si vous voulez vivre là, mais que vous voulez que vous voulez que votre proche vive là et que vous voulez que votre proche reçoive son bain avant 21 heures, que vous voulez qu'on l'aide pour ses médicaments, ce n'est pas pour vous. Si vous voulez éviter tout accident, ce n'est pas propice à votre situation. Alors j'ai fait un petit sondage qui sera publié en avril et on a constaté dans les résultats que 20% de la population préfère la sécurité à la liberté. Donc, on ne parle pas de grands risques, mais on leur a présenté quelques scénarios comme voudriez-vous que votre époux atteint d'Alzheimer soit dans le jardin de la résidence et qu'il puisse librement circuler, même s'il y a une clôture? Il y a 20%, 25% qui disent non, non, non. Non, je veux qu'il soit supervisé en permanence. Alors maintenant, lorsque les gens visitent, on leur explique. Bon, écoutez, ici, les résidents participent à la préparation des repas. Il peut y avoir des accidents, mais ils peuvent se couper. Ils mangent sur des assiettes qui peuvent se casser. Alors de nouveau, c'est un risque. On permet aux chiens de venir, mais les chiens, ça peut mordre. On ne peut pas garantir leur sécurité, mais c'est un risque qu'on est prêt à accepter pour que les gens puissent vivre librement. Sinon, si on veut éliminer tous les risques, bon, il y a certaines personnes qui préfèrent éliminer tous les risques. C'est ce que j'ai appris. Et ça fait donc 1 an à peu près que j'étudie la question. Et bon, il y a des gens qui préfèrent la sécurité avant tout. Alors, il faut être très honnête avec eux, d'entrée de jeu. Parce qu'au départ, on faisait la promotion du fait qu'ils seraient stimulés, qu'on danserait, on chanterait. Mais il y a d'autres choses aussi. Par exemple, on laisse les résidents manipuler un marteau, par exemple, pour construire quelque chose. Et parfois, la famille dit, mais que se passe-t-il? C'est irresponsable. Alors, c'est important, d'entrée de jeu, d'être très honnête, de dire quelles sont les valeurs. Et, bon, oui, parfois, on court des risques, mais on en est fier. Mais c'est une philosophie de vie de cette organisation. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Je croyais que c'était pour tout le monde, d'après la littérature scientifique, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour tout le monde. Merci Philippe. Nous avons reçu une autre question aussi. Combien de membres du personnel sont dans ces unités de 12 à 15 résidents? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une autre chose où on peut se déclarer innovant. Ce groupe veut être innovant, donc il me consulte beaucoup, beaucoup, et on a souvent un problème avec ces ratios, nombre de résidents par membre du personnel. Et vous avez des résidents qui sont à un stade modéré de la maladie et d'autres qui sont à un stade beaucoup plus avancé. Et ils sont mélangés ensemble. Eh bien, parfois, il y a une unité qui est un peu plus exigeante qu'une autre. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on fait une évaluation mensuelle de l'autonomie fonctionnelle des résidents, leur niveau de problèmes comportementaux, le nombre de chutes, et on ajuste constamment le personnel. Alors, certaines unités
on avait un ratio de 1 membre du personnel pour 3 résidents. Dans une autre unité, on a un membre du personnel pour 7 résidents. Ça dépend des défis et du niveau d'autonomie du groupe de l'unité. Merci beaucoup, professeur Voyer. Michel, une autre question est posée sur le guide. Est-ce que vous avez réfléchi à offrir davantage de renseignements sur des soins culturellement adaptés disponibles dans les collectivités? M- Michel, oui. Alors, nous avons voulu avoir des guides un peu plus généraux. Alors, aucun de ces guides ne s'adresse à une collectivité individuelle. Mais c'est une bonne suggestion. C'est quelque chose qu'on prendra en délibéré et qu'on envisagera pour les prochains guides. Merci pour la question. De retour à vous, Jessica. Merci, Michel. Bon, alors je vois quelques autres personnes saisir des questions. Alors, je leur donne un petit instant. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et à ce stade, je vais remercier nos intervenants, Philippe, John, Michel et Sian, pour leur communication d'aujourd'hui. Je souhaite remercier Mary Beth et Mimi aussi pour leurs réflexions et leurs commentaires judicieux. Merci à nos productrices, téléphonistes et interprètes pour la réalisation de ce webinaire. Et merci à vous tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais lire quelques questions d'amélioration continue de la qualité. Vos réponses nous aideront à planifier nos prochains webinaires. Alors, les questions sont, dans l'ensemble, j'ai été satisfait ou satisfaite de ma participation à ce webinaire. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, fortement en désaccord. Dans l'ensemble, j'ai été satisfait ou satisfaite de la façon dont j'ai pu participer à ce webinaire. Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord et fortement en désaccord. Et enfin, avez-vous d'autres commentaires ou suggestions pour améliorer le contenu de ce webinaire? De nouveau, merci à tous et on se réjouit de vous retrouver lors de notre prochain webinaire en mars 2021.